Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde ce soir pour un live exceptionnel avec Pierre Hilard. Pierre Hilard, bonsoir. Bonsoir et merci Merci, de m'accueillir. merci à vous surtout de venir. Vous êtes Pierre Hilard, je vous présente quand même rapidement, vous êtes le mastodonte, le monstre sur l'étude du mondialisme. On vous fait venir car vous avez sorti donc un nouveau livre il y a quelques mois. Donc c'est Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, qui est sorti donc à la maison d'édition Culture et Racines. Oui. Mais avant de commencer pour parler donc du mondialisme, de la grande réinitialisation de tout votre travail, on va peut-être parler un petit peu de l'actualité qui a été très importante, donc le 8 septembre, qui est le décès de la reine Elisabeth II. Donc, je crois que vous avez quelques commentaires à faire avec donc des images à vous montrer. Je vous laisse commencer. D'accord. Écoutez, oui, effectivement, le décès de la reine Elisabeth II entraîne dans le monde entier, en France en particulier, des commentaires dithyrambiques, merveilleuses, fantastiques, etc. Et le problème, là je parle pour la France et les Français, sauf exception évidemment, il y a une méconnaissance profonde de la royauté anglaise, de ses origines, de ses liens avec la maçonnerie, de ses liens avec le judaïsme et de l'arrière-fond occulte. Et il y a le côté falbala, les apparences, le brillant de la monarchie britannique, qui effectivement fait trembler les cœurs, mais c'est le poison qui est enrobé dans, qui est en tout cas dans un fruit qui a toutes les apparences d'un bon fruit, mais en fait un fruit empoisonné. Et les Français n'ont pas compris la nocivité, j'utilise ce mot, de la royauté britannique contre les intérêts français, qu'ils soient spirituels et politiques. Et que ça soit à l'époque de l'Ancien Régime, et depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui, où la République finalement n'est qu'une, une dépendance de l'Angleterre, de sa politique. Quand on voit la Troisième République, la Quatrième ou la Cinquième, les Anglais, enfin les élites anglaises sont ravis d'avoir une France républicaine. Donc mon objectif, entre autres dans cette vidéoconférence grâce à vous, c'est de montrer en particulier 3 photos. Je m'apprête à les montrer. Qui vont me servir à expliquer ensuite les origines de la royauté britannique. Là, c'est le site de la loge maçonnique unifiée d'Angleterre qui rend hommage à la reine Elisabeth II et qui précise que son père, George VI, était franc-maçon, que le mari d'Elisabeth II, le Philippe d'Édimbourg, était franc-maçon et que le cousin de la reine, le duc de Kent, est le patron, le chef de la maçonnerie anglaise. Alors, la reine Elisabeth II elle n'était pas chef, mais elle était, disons, à la tête, au sens moral, de la maçonnerie anglaise. Elle cautionnait en tant que reine, mais bon, le patron, c'était le duc de Kent. Donc, vous voyez, la maçonnerie anglaise, la loge unifiée d'Angleterre, qui rend hommage à la reine d'Angleterre et qui précise donc les liens maçonniques de sa parenté. La deuxième photo, c'est FMT, c'est la revue, d'ailleurs c'est Free Masonry Today, revue maçonnique anglaise officielle, et c'est en fait une photo, vous allez voir, il y en a 2. La première, c'est la reine d'Angleterre, c'est en 2013, qui sort d'un hôpital, elle a eu un problème de santé, problème gastrique, en termes plus directs, elle faisait un royal peinture au pistolet, bon bref, la diarrhée, mais ça arrive à tout le monde, mais c'est pas ça le truc, c'est que cet hôpital, c'est un hôpital maçonnique, terme officiel, bon. Et elle est accompagnée d'une infirmière qui fait partie de ce réseau. Et regardez l'écusson que porte cette infirmière, c'est l'écusson avec le blason, l'écusson, on voit une équerre et un compas, et à côté un pentagramme, c'est-à-dire un signe purement satanique. Et donc, cet hôpital maçonnique qui a été fondé, je crois, dans les années 30, il me semble qu'il suffit de lire. Oui, en 33, et c'est l'hôpital du roi Édouard VII. Voilà, et Édouard VII, qui est donc un des ancêtres de la reine Elisabeth II. Donc, on voit les liens maçonniques étroits de la famille royale d'Angleterre avec la maçonnerie, et en plus, un pentagramme, c'est-à-dire
signe satanique. Pentagramme, c'est signe satanique. Et la troisième photo, c'est le prince La cerise Charles. sur le gâteau. Voilà, prince Charles, qui maintenant est le nouveau roi, Charles III, accompagné de la reine consort, enfin la future reine consort à l'époque, elle n'était pas encore, Camilla, sa femme, et le prince Charles à cette époque, qui porte une kippa, il ne porte pas un chapeau tyrolien, il porte une kippa. Et là, vous voyez, il fête, c'est la fête d'Hanouka. Hanouka, c'est le retour de l'autel des offrandes dans le second temple. C'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ qui est réintégré dans le temple. Et suite à ce qu'avait fait Antioche de Séleucide, c'était un grec qui voulait helléniser le mosaïsme, et donc Hanouka fête le retour de l'autel des offrandes dans le temple de Jérusalem. Et vous voyez le fils de la reine, donc désormais Charles III, et sa femme qui fête Hanouka. Et on peut se dire, mais pourquoi cette famille royale anglaise, pourquoi a-t-elle des liens si étroits avec la maçonnerie, l'occultisme, parce que lorsqu'on a le pentagramme, l'occultisme satanique, et puis le judaïsme? Pourquoi Hanouka? Voilà. Et donc, lorsque vous m'avez proposé de faire cette vidéoconférence, entre autres, sur la royauté britannique, ses origines, et ensuite nous verrons la situation actuelle, le Great Reset, la grande réinitialisation en forme de Davos qui se passe en Ukraine, la politique anglaise en particulier dans l'affaire ukrainienne, on ne peut comprendre la situation actuelle que si on remonte aux origines et aux racines. Et c'est pourquoi je propose donc, dans les grandes lignes, à grandes enjambées, mais avec des précisions nettes, précises, carrées, pour nettoyer les cerveaux de ceux qui auraient des doutes sur le bienfait de la royauté anglaise. Je rappelle que la royauté anglaise est l'ennemi de la France, de sa civilisation, donc il est grand temps de désinfecter. Donc, pour comprendre la situation actuelle, et à partir des photos, de ces 3 photos qui résument vraiment de manière nette et claire les caractéristiques profondes, spirituelles et politiques de la royauté anglaise, je vous propose de commencer en gros à partir de l'an 1000, mais vous allez, rassurez-vous, ça ne va pas durer 3 heures, et de remonter dans les grandes lignes, les grandes étapes de la royauté anglaise, et vous allez comprendre pourquoi ça a donné aujourd'hui les fruits vénéneux en fait, qui remontent à belle lurette. En gros, je commence donc. Alors, il y aura des moments de pause, peut-être si vous souhaitez me poser des questions, mais je vais essayer, pour les personnes qui ne connaissent pas, d'avoir dans les grandes lignes, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, et j'en profite, à cause de vous, très rapidement pour vous annoncer que je fais une dédicace samedi 17 septembre à Paris, à la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, c'est dans le 15e au niveau du métro Lamotte-Piquet, de 14h à 19h. Donc, samedi 17 septembre, librairie française, rue Bartholdi. Bien. Alors, cette royauté anglaise a des origines profondes et des origines bien précises. En gros, vous avez eu, autour de l'an 1000, une monarchie anglo-saxonne, suite aux invasions vikings, etc. Et puis, cette monarchie anglo-saxonne va péricliter. Vous avez en janvier 1066 la mort du roi saxon Édouard le Confesseur, et c'est son successeur Harold qui prend la suite. Mais vous avez Guillaume le Conquérant, donc duc de Normandie, qui refuse cette succession et qui dit qu'en fait l'héritage c'est à lui l'Angleterre. Et vous avez en octobre 1066 le débarquement des troupes donc de Guillaume le Conquérant, et c'est à Hastings, le roi saxon, Harold, est battu, et vous avez la naissance de ce royaume anglo-normand, avec un Guillaume le Conquérant qui devient donc roi d'Angleterre, mais étant duc de Normandie, il est suzerain du roi de France. Et vous allez comprendre, vraiment, on va voir toutes les origines et de la politique britannique dans cette histoire. Il a différents fils, il a un fils qui s'appelle Guillaume le Roux, mais qui n'aura pas d'enfant, et en fait, la suite, c'est un autre fils à Guillaume le Conquérant, Henri Ier, qui prend le pouvoir, qui accède sur le trône, et il va, épouser
une femme issue de l'aristocratie du Maine et de l'Anjou, c'est la famille des Plantagenets. Et c'est ça qui va donner le nom de cette dynastie royale, descendant donc de Guillaume le Conquérant, Plantagenet, du fait de ce mariage. De l'enfant qui naît, eh bien, en particulier, va épouser, le fils, un autre roi, et vous avez entre autres le fils d'Henri Ier, Henri II, qui va épouser une femme hors norme qui s'appelait Aliénor d'Aquitaine. Alors je rappelle, on est dans les années 1100, 1120, 1150, etc. Et vous avez au début donc un royaume anglo-normand avec l'Anjou et le Maine. Et Aliénor d'Aquitaine était en fait mariée au début au roi de France Louis VII. Et le mariage va être annulé sur l'influence du pape, parce qu'Aliénor d'Aquitaine avait une forte personnalité. Je crois que c'est en 1152. Et 2 mois plus tard, après l'annulation de ce mariage, Aliénor d'Aquitaine épouse Henri II d'Angleterre, qui était donc le petit-fils, si je m'abuse, de Guillaume le Conquérant. Et c'est un événement, et là il faut que les internautes comprennent bien, qui va vraiment marquer la vie politique et impériale anglaise. On a déjà tout le résumé. Pourquoi ? Parce que quand Aliénor d'Aquitaine, suite à son annulation de mariage avec le roi de France Louis VII, épouse 2 mois plus tard Henri II, elle apporte en dot tous les territoires du sud-ouest de la France, c'est-à-dire l'Aquitaine, Poitou, une partie de l'Auvergne, etc. Ce qui fait qu'Henri II d'Angleterre hérite, de par ce mariage, de tout le sud-ouest de la France, plus les territoires qu'il avait déjà, qui étaient la Normandie. Donc toute la façade ouest de la France, eh bien, c'est territoire anglais, ou plus exactement, colonie anglaise. Et là, vous avez donc dans les années 1150 déjà le résumé de tout ce qui sera, de ce qui sera toujours l'âme de la politique anglaise, le principe des colonies, tout l'ouest de la France. Donc de la Normandie jusqu'à Bordeaux. Bien. Et vous avez le petit-fils du roi de France, Louis VII, qui s'appelle Philippe Auguste, qui va réussir à retourner la situation. Parce que, côté anglais, Aliénor d'Aquitaine a eu plusieurs enfants avec Henri II, et il y a eu Richard Cœur de Lion, et on arrive en 1214 avec le roi d'Angleterre, Jean Santerre. Et Jean Santerre, qui donc, outre l'Angleterre, dirige et contrôle tous les territoires de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine, veut avoir la peau du roi de France, Philippe Auguste. Et pour cela, Jean Santerre va s'allier à l'empereur Othon IV du Saint-Empire romain germanique. Et donc, vous avez un royaume de France véritablement pris en tenaille entre la façade occidentale contrôlée par les Anglais et le Saint-Empire romain germanique, et la France, petit royaume de France, pris entre le marteau et l'enclume. Et il va avoir cet événement capital dans l'histoire de France et capital dans l'histoire d'Angleterre et capital pour l'histoire du monde. C'est la fameuse bataille de Bouvines du 27 juillet 1214, où Philippe Auguste combat Jean Santerre et Othon IV. Là, c'est vraiment, on est à la croisée des chemins. S'il perd, la France disparaît et est absorbée par le monde anglo-germanique, pour vous dire, comme c'est une histoire ancienne. La France a toujours été en but aux Anglais et aux Allemands. Bien, c'est une victoire française et c'est un événement extraordinaire parce que ça raffermit la royauté française, surtout que vous avez, comme tous les pays de cette époque, 90% de la population française qui est paysanne, et ce sont les paysans français qui se sont mobilisés pour soutenir leur roi, et donc vous avez la manifestation vraiment d'un patriotisme français. Ils veulent être français, pas anglais, pas allemand. Mais pour Jean Santerre, c'est une catastrophe parce que Philippe Auguste récupère tous les territoires de l'Est de la France, Normandie, etc., sauf l'Aquitaine. Ce qui fait que les élites anglaises, les barons anglais, on dirait aujourd'hui les oligarques, ils perdent des sources de revenus de leur colonie. Et ils se rebellent en 1215 face à Jean Santerre, et ils vont se rebeller et obtenir ce qu'on appelle la Grande Charte, la Magna Carta, pour contrôler la politique du roi d'Angleterre, entre autres pour la levée des impôts. C'est-à-dire que les barons anglais disent, pour lever les impôts, il faut notre accord.
Et vous avez parallèlement à cela une montée en puissance de la City de Londres, qui déjà existait avant même Jean Santerre, et vous avez déjà en 1189 l'élection du premier maire de la City de Londres, qui s'appelait Henry Fitz-Elvin. Voilà. Et suite à cette Magna Carta de 1215, eh bien la City de Londres monte en puissance parce que la levée des impôts ne peut se faire qu'avec l'accord des barons anglais. Et puis vous avez l'habeas corpus qui va avec, mais il y a un autre élément, et là on va reconnaître l'esprit commercial anglais. Ces barons anglais veulent une liberté de commerce complète, et on est donc début XIIIe siècle, époque du catholicisme triomphant. Un élément capital, c'est que ces barons anglais obtiennent, et ça c'est Jacques Attali qui a raconté cette histoire, enfin qui l'a écrit, donc vous voyez mes sources, irréprochables, c'est que ces barons anglais exigent et obtiennent que les Juifs aient le droit de commercer en Angleterre. Voilà la Magna Carta 1215. Et ça dure plusieurs dizaines d'années, et on arrive à une autre date capitale dans l'histoire de l'Angleterre, de l'Europe et du monde, c'est l'année 1290, où vous avez le roi d'Angleterre qui s'appelle Édouard Ier, qui va signer un édit, l'édit d'expulsion. Et comme le mot l'indique, c'est pour expulser les Juifs d'Angleterre qui pesaient un peu trop lourd dans leur influence dans la vie financière et politique d'Angleterre. Donc, il n'y a plus une communauté juive en Angleterre, sauf quelques gus perdus dans la masse et qui se cachent. L'Angleterre est vidée de la présence donc juive. Et c'est vraiment un élément capital. Je demande aux internautes de retenir cette date de 1290, un élément clé. Vous allez voir rapidement. Et donc, on a, parallèlement à ça, dans les siècles qui suivent, un autre événement, c'est la date de 1492, où vous avez l'expulsion des Juifs d'Espagne avec Isabelle la catholique. Et certains vont aller au nord de l'Europe, du côté de Anvers, d'Amsterdam, et puis d'autres vont aller au niveau de l'Empire ottoman. Et je me suis entre autres appuyé sur les travaux d'un universitaire juif anglais qui s'appelait, il est mort maintenant, il s'appelait Cecil Rhodes, R-O-T-H, qui était entre autres le patron de la prestigieuse revue Encyclopædia Judaica, et qui explique que ces juifs qui vont s'installer dans l'Empire ottoman vont contrôler toute l'économie ottomane. Et cette économie ottomane va être de plus en plus liée à la politique anglaise. Et pour vous donner une petite idée de cette puissance ottomane, enfin plus exactement du contrôle de l'économie ottomane dans le XVIe siècle, etc., par les commerçants juifs, il y a le fait que ces derniers vont occuper même les postes les plus élevés, et en particulier, vous avez ces juifs espagnols donc installés dans l'Empire ottoman, qui s'appelait comment dire, alors le mot va faire bondir, mais je ne fais que reprendre le nom et l'orthographe donnée par Cecil Rhodes. Il s'appelait Joseph Nasi, Nasi, N-A-S-I. Je suis désolé, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre orthographe, j'ai repris l'orthographe. Et il a été fait duc de Knaxos. C'était le bras droit de Soliman le Magnifique et de Sélim. Sélim, je ne sais plus combien de numéros. Et pourquoi? Il était immensément riche. Il a joué un rôle capital dans deux domaines. C'est lui qui a créé la première entité politico-économique en Palestine, une sorte de petit Israël en réduction au XVIe siècle, à Safed. Et Safed va être le grand centre d'une réforme juive spirituelle avec Isaac Luria, la réforme lurianique, qui va impulser un nouveau messianisme juif au XVIIe, au XVIIIe siècle, avec Sabbatai Tzvi et Jacob Frank. Et deuxième chose que Joseph Nasi, donc appelé, devenu duc de Knaxos, travaillant au sommet de l'Empire ottoman, il va jouer un rôle décisif dans l'indépendance des Pays-Bas, en fait, qui s'appelait les Provinces-Unies. Et la puissance financière juive va se renforcer aux Pays-Bas, enfin, Provinces-Unies, et devenir ce qu'on va appeler un Wall Street hollandais. Et d'ailleurs, l'expression qu'on donnait, on parlait même de la Jérusalem hollandaise. Et donc, c'est un élément capital dans ces événements
entre 1290, l'édit d'expulsion, et le XVIe siècle, l'indépendance des Pays-Bas, Provinces-Unies, la montée en puissance de l'Empire ottoman. Entre ces deux dates, vous avez eu des courants philosophiques et religieux qui ont commencé à toucher les esprits. Au XVIe siècle, c'est la Renaissance, le protestantisme, et en fait, c'est la désacralisation du spirituel et la primauté de l'homme qui émerge. Voilà, pour faire court. Et pour vous montrer, je vais citer un seul exemple, vous avez eu énormément d'influence, entre autres, je pense à un homme de la Renaissance, enfin, début de la Renaissance, qui s'appelait Pic de la Mirandole, qui a sorti un bouquin en 1486, qui, le titre c'était 900 considérations. Et ce livre a été condamné par le pape. Pourquoi ? Parce qu'il mettait, je cite l'expression, la Kabbale et la magie. La Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. La Kabbale et la magie au-dessus du témoignage des évangiles. Et en fait, tous ces gens qui vont contribuer à l'arrivée de la Renaissance et du protestantisme, étaient très souvent en contact avec les élites juives. Et c'est le cas de Pic de la Mirandole, qui était en contact avec un juif faussement converti au catholicisme, qui s'appelait Samuel Nissim Abdul Faraj. Voilà. Et donc, on a un début de révolution des esprits, de désacralisation de l'autorité catholique et trouble dans les élites. Et on arrive au XVIe siècle, vous voyez, je franchis les siècles, mais vous allez comprendre la montée en puissance. On arrive au XVIe siècle avec Henri VIII. Et Henri VIII va avoir des problèmes matrimoniaux avec ses différentes femmes, Anne Boleyn, Catherine d'Aragon, etc. Et il va se révolter contre l'autorité du pape qui ne veut pas reconnaître, qui ne veut pas annuler le mariage. Et bref, Henri VIII va créer une nouvelle église, l'église anglicane, avec, en tant que chef de l'église anglicane, et c'était le cas de la reine Élisabeth II, et maintenant c'est le cas de Charles III, enfin du prince Charles devenu Charles III. Pourquoi ils sont la chef de l'église anglicane ? Ça remonte à Henri VIII. Et dans cette histoire, dans ce basculement, Henri VIII va bénéficier du soutien financier d'une famille juive ibérique installée à Anvers et qui avait fait fortune dans le poivre en liaison avec l'Empire ottoman. C'est pourquoi je vous parle de l'Empire ottoman, parce que tout ça c'est lié. La famille Mendes. Et la famille Mendes va littéralement financer et aider énormément la politique anglaise d'Henri VIII. Il a une fille, Élisabeth Ier, et là, on peut dire en gros qu'entre 1550 et 1650, vous avez des bagarres au sommet de l'État anglais entre une branche royale qui veut être protestante et l'autre qui veut rester catholique. Ce sont des bagarres avec des hauts et des bas. Mais Élisabeth Ier, la fille d'Henri VIII, est une reine protestante et farouchement protestante et qui va favoriser, le retour en grâce de quelques commerçants juifs. Et il y a un événement considérable que les Français ignorent pour la plupart du temps et que je raconte dans la longue préface que j'ai faite pour le livre de Carroll Quigley, Histoire secrète de la guerre anglo-américaine aux éditions Culture et Racines. C'est la fameuse bataille de 1588 avec l'invincible Armada, où Philippe d'Espagne voulait abattre le protestantisme anglais avec Élisabeth Ier et rétablir le catholicisme. Bon. Et il va échouer, certes, il y a eu une tempête qui a joué un très grand rôle. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités anglaises, Élisabeth Ier et ses conseillers, il y en avait essentiellement deux, qui s'appelaient Burleigh et Walsingham, se rendent compte que les commerçants juifs éparpillés en Europe sont économiquement intéressants, mais aussi sont des espions. Et ce principe d'espionnage et d'économie, ça va aller ensemble au cours des siècles. Vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un commerçant juif ibérique qui s'appelait Hector Nunez, qui était ami avec les deux conseillers d'Élisabeth Ier, Burleigh et Walsingham. Et il a un commercial qui travaille pour lui, qui est sur les côtes portugaises et qui voit l'invincible Armada en train de se préparer secrètement à intervenir, à envahir l'Angleterre. Les autorités anglaises étaient ignorantes. C'est-à-dire que
vraiment, elle tombait des nues. Et ce qui s'est passé, c'est que ce commercial anglais va, via un réseau de chevaux, c'est-à-dire de l'époque et le moyen de communication plus rapide, traverser la péninsule ibérique, remonter toute la France, traverser la Manche, prévenir Hector Nunez, qui prévient ces deux ministres et conseillers de la reine d'Angleterre Elisabeth Ier de l'arrivée surprise de l'invincible armada. Et là, c'est branle-bas de combat. Les Anglais auraient dû se faire avoir. Et en fait, la politique anglaise se rend compte que ces commerçantes juives sont absolument capitales, à la fois pour des raisons d'ordre économique, mais pour l'espionnage. Et ce principe va durer. Et je vais vous citer un cas, parce que il faut toujours lier ça à l'aspect ésotérique. Peut-être que vous le savez, parce que j'ai eu l'occasion de le dire lors de conférences ou dans mes livres, c'est qu'Élisabeth Ier, qui est morte en 1603, la reine vierge, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, il faut dire que vu la taille qu'elle avait, il faut peut-être... Enfin bon, bref. Elle avait un conseiller ésotérique qui s'appelait John Dee, D2E. Et John Dee était à la fois occultiste, parce que la royauté anglaise était très liée à l'occultisme, comme on le voit maintenant avec le pentagramme, enfin, tout ce que je vous ai montré tout au début. John Dee était à la fois conseiller, mais agent secret de la reine Elisabeth Ier, et lorsqu'il envoyait des documents à la reine Elisabeth Ier, eh bien, ces documents, c'était toujours avec le signe 007, que tout le monde connaît, avec les films de James Bond. Et les films de James Bond, à l'origine, c'est Ian Fleming, qui est un ancien des services secrets. Et en fait, 007, c'était 00, ses yeux uniquement pour la reine, et le chiffre 7 qui exprime l'idée de totalité, comme 7 jours de la semaine. Donc, vous voyez, comme la royauté anglaise est déjà marquée par soit des liens étroits avec le monde des élites juives commerçantes, soit déjà l'occultisme. Bon. Donc, ça, c'était à savoir. Et on arrive au milieu du XVIIe siècle, avec les soubresauts et les bagarres entre clans catholiques anglais et clans catholiques protestants, avec l'arrivée de Oliver Cromwell, qui est un puritain, un adepte de l'Ancien Testament, de sa lecture littérale. Je précise que la lecture littérale de l'Ancien Testament, en fait, doit être faite de manière allégorique, figurative, parce que ça a été écrit par des gens qui avaient une autre mentalité, mais je passe. Et ce Cromwell, puritain, va décapiter tout simplement en 1641 le roi d'Angleterre, Charles Ier. Donc vous voyez, ça se passe mal, il impose une dictature. Et parallèlement à ça, vous avez la puissance financière juive aux Pays-Bas, Provinces-Unies, qui regarde avec beaucoup d'intérêt ce Cromwell, parce que ce Cromwell est un admirateur farouche de l'Ancien Testament, de sa lecture littérale, et donc il y a des incointances, je vais dire, vétérotestamentaires avec le monde rabbinique, la puissance juive hollandaise, qui à l'époque est dirigée, enfin qui a comme représentant influent un certain Menasseh ben Israël. Et là, il se passe un événement capital qui va expliquer l'enracinement de la puissance britannique en lien avec le monde, je vais dire, occultiste, mais aussi judaïque. En 1642, vous avez un navigateur juif ibérique qui s'appelait Aaron Lévi Montesinos, qui revient de l'Amérique du Sud. Il arrive aux Pays-Bas, enfin aux Provinces-Unies, et il annonce, 1642, qu'il a trouvé en Amérique du Sud, au niveau de l'Équateur, au niveau de Quito, 2 tribus perdues d'Israël, les tribus de Ruben et de Lévi. Alors, je suis obligé, pour la compréhension pour les internautes, de faire une petite pause pour expliquer qu'est-ce que c'est cette histoire des tribus d'Israël. Donc, il faut remonter avant Jésus-Christ. Bon, en l'an 1000 avant Jésus-Christ, vous avez le roi David, et ensuite le roi David, vers 970 à peu près, vous avez le roi Salomon. Et le roi Salomon, à sa mort, il a son fils, Roboam, et donc on est dans les années 930 à peu près, avant Jésus-Christ. Et le roi Roboam dirige à... Vous avez votre image qui s'est coupée. Oui. Alors. Qu'est-ce que je fais? Normalement, vous avez une touche pour la vidéo qui est censée être affichée. Alors, désactiver le son, démarrer la vidéo. Ouais, appuyez sur démarrer la vidéo. Voilà. Ah bah voilà. Donc, les 12 tribus perdues d'Israël, voilà. Et ce sont les 12 tribus d'Israël. Et en fait,
le rival de Roboam, qui s'appelle Jéroboam, va entraîner dans sa rivalité 10 tribus d'Israël, et le corps hébraïque va se scinder en deux entre le royaume de Juda, avec la capitale Jérusalem, et 2 tribus de Juda et de Benjamin. Ce sont les Juifs traditionnels qui restent respectueux de la pensée mosaïque. Et puis en face, les 10 tribus rebelles, j'allais dire les 10 tribus protestantes, dirigées par le prince d'Orléans de l'époque, parce qu'en fait, il y a, des similitudes, qui se révoltent avec le royaume d'Israël ou de Samarie. Et ces 10 tribus d'Israël vont être anéanties en 722 avant Jésus-Christ par un chef qui s'appelait, je crois, Salmanassar. Elles sont anéanties, dispersées, on n'en parle plus. Et donc, il y a eu toujours ce rêve de retrouver 1, 2, 3 tribus rescapées. Bon, elles se sont fondues dans la masse environnante parce que ce prince, Salmanassar, avait dispersé, vraiment saupoudré ces 10 tribus. Bon. Et donc, on revient en 1642, où il y a donc ce Aaron Lévi Montesinos qui arrive et qui prétend avoir trouvé les deux tribus rescapées sur les 10 en Amérique du Sud, les tribus de Ruben et de Lévi. Bon, c'est un mensonge, effronterie, une chose pas complète, mais ça crée un émoi considérable dans la communauté juive de la finance hollandaise, et entre autres Ménasseh ben Israël. Pourquoi ? Parce que dans les connaissances géographiques du XVIIe siècle, vous avez une présence juive en Europe, en Afrique, Afrique du Nord, en Asie, Proche-Orient, etc. Là, on annonce qu'il y a une présence juive en Amérique du Sud. Bon, elle est fausse, mais dans le contexte de l'époque, tout le monde y croit. Et il est dit que la rédemption du peuple d'Israël commencera à partir de la dispersion complète des Juifs sur terre. Et Ménasseh ben Israël, le dirigeant de cette communauté juive hollandaise, dit « Mais il manque un pays où il n'y a pas de Juifs depuis 1290, depuis l'édit d'expulsion, c'est l'Angleterre. » Et avec un Cromwell, lecteur assidu de l'Ancien Testament, qui a une vision vétérotestamentaire, eh bien, il a un interlocuteur qui accroche aux demandes de Ménasseh ben Israël, ce qui fait que ce dernier dit à Cromwell, écoutez, permettez-nous de nous réinstaller en Angleterre, et en échange, la puissance financière de notre Wall Street hollandais, il n'a pas dit Wall Street hollandais évidemment, mais je résume, eh bien, on le fait passer des Provinces-Unies à la City de Londres. Et la chose va se faire dans les années 1660, 1670, progressivement, et abolition donc de l'acte d'expulsion de 1290. Et là, vous avez une dernière tentative de résistance catholique avec Jacques II d'Angleterre, qui est catholique, qui provoque ce qu'on appelle la glorieuse révolution de 1688, et qui aboutit à quoi ? Eh bien, un prince protestant, Guillaume d'Orange, soutenu par de riches commerçants juifs portugais, comme l'écrit lui-même Cécile Rothe, qui permet d'anéantir complètement la royauté britannique catholique en la personne de Jacques II, qui va se réfugier à la cour de Louis XIV, et l'instauration 1688 d'une monarchie protestante liée à la finance juive de l'époque. 6 ans plus tard, 1694, création de la Banque d'Angleterre. 7 ans plus tard, 1701, c'est ce qu'on appelle l'acte d'établissement, c'est-à-dire un document qui stipule que pour devenir roi d'Angleterre ou reine d'Angleterre, il faut être protestant et en aucun cas catholique. Donc vous voyez, à la fois des raisons d'ordre financier, spirituel, où vous avez en fait les élites juives hollandaises, enfin Provinces-Unies, qui arrivent à la City de Londres, qui déjà existait, était puissante, mais ces élites juives s'installant en Angleterre vont profiter des ambitions impériales anglaises pour, j'allais dire, un meilleur contrôle du monde et des intérêts économiques qui vont avec. Voilà. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leur plan contre nous.
Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.